Il s'écarte du chemin. But! But... Monténégro est dans Javis chaud, Javis chaud. L'Iran a officiellement rejeté l'accord nucléaire américain. Et la réponse est déjà en cours. Au cours des dernières 12 heures, une armada massive de forces militaires américaines a commencé à affluer au Moyen-Orient. Nous parlons d'avions de guerre électroniques, d'appareils de détection des radiations et d'un groupe aéronaval opérant dans un silence total. Les États-Unis ont lancé un dernier avertissement, promettant rapidité et violence si aucun accord n'est trouvé. Mais Téhéran campe sur ses positions. Il transforme littéralement les stations de métro en bunkers. Les jours du régime islamique sont comptés. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons. Ici, nous avons le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui le dit publiquement. Écoutez bien. Et ma conviction reste la même. Et ma conviction reste la même. Un régime qui ne peut maintenir son pouvoir que par la force brute et la terreur contre son propre peuple a ses jours comptés. Cela peut durer des semaines, mais ce régime n'a absolument aucune légitimité pour diriger le pays. Et s'il y a eu des dizaines de milliers de morts lors des récentes manifestations contre le régime, cela montre simplement que le régime Müller ne peut évidemment maintenir son emprise sur le pouvoir que par la terreur pure et simple. Alors regardons les principaux rapports, rien que sur les 18 dernières heures. 6 UA-18G Growlers se dirigent vers une base en Espagne, accompagnés de 4 ravitailleurs. Ce sont des avions de guerre électroniques, spécialement conçus pour aveugler les radars ennemis et perturber les défenses aériennes. Ensuite, nous avons aussi un détecteur de radiation qui se dirige vers l'Europe. Le nom vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Et puis, nous avons des avions de transport C-17 qui déplacent du matériel, peut-être même des F-35 pour les mettre en position. Ceci s'ajoute à ce qui est déjà présent au Moyen-Orient. Le président Trump l'a appelé l'Armada. Voici ce qu'elle comprend. Le groupe aéronaval Abraham Lincoln des États-Unis, avec tous ses destroyers et ses avions de chasse, des dizaines d'autres avions de chasse, dans les bases régionales, les navires de la marine, le commandement du transport aérien militaire, les patrouilleurs de la garde côtière et probablement des sous-marins, dont nous ne savons rien parce qu'ils ne diffusent pas leur position. En fait, le groupe aéronaval a désactivé son transpondeur, il ne diffuse plus sa position publiquement. Cela ne signifie pas pour autant que l'Iran ne peut pas le localiser. Ils ont d'ailleurs récemment publié des images d'un drone filmant le groupe aéronaval. C'est un immense navire, facile à suivre pour les gouvernements, mais son mode silencieux est significatif. Ce n'est pas une opération habituelle. Les porte-avions n'éteignent leur transpondeur que lorsqu'ils entrent dans des zones à haut risque, et c'est probablement le cas en ce moment. Alors, pourquoi tout ce matériel se déplace-t-il ? Parce que les négociations viennent de s'effondrer. Voici le secrétaire d'État Marco Rubio qui explique toute l'affaire. Concernant notre présence dans la région, voici le point de référence à retenir. Le point de référence est le suivant. 30 000 à 40 000 soldats américains sont stationnés dans 8 ou 9 sites dans la région. Tous sont à portée, théoriquement, non pas seulement théoriquement. En réalité, tous sont à portée d'une multitude de milliers de drones kamikazes iraniens et de missiles balistiques iraniens à courte portée. Des missiles balistiques à courte portée qui menacent la présence de nos troupes. Nous devons avoir suffisamment de force et de puissance dans la région, simplement comme base, pour nous défendre contre la possibilité qu'à un moment donné, à la suite de quelque chose, le régime iranien décide de frapper. Face à nos troupes dans la région, le président maintient l'option défensive préventive. Si nous avons des indications qu'ils attaqueront nos troupes dans la région, nous devons défendre notre personnel. Nous avons aussi des accords de sécurité, comme le plan de défense d'Israël, qui nous impose de rester forts dans la région pour nous protéger. Et donc je pense qu'il est sage et prudent d'avoir une posture de force dans la région qui puisse répondre. Et potentiellement, pas nécessairement ce qui va se passer, mais, si nécessaire, prévenir de manière préventive une attaque contre des milliers de militaires américains et d'autres installations dans la région, ainsi que contre nos alliés. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais c'est ce que je pense. Actuellement, nous positionnons des moyens dans la région pour défendre notre personnel d'une possible menace iranienne. Ils en sont capables, ayant déjà accumulé des milliers et des milliers de missiles balistiques qu'ils ont construits. Malgré le fait que leur économie s'effondre, ils continuent à dépenser de l'argent là-dedans. Merci. Les États-Unis avaient 3 principales exigences. Premièrement, une fin permanente de l'enrichissement nucléaire. Deuxièmement, des limites sur la portée et le nombre de missiles balistiques de l'Iran. Et troisièmement, que l'Iran y mette fin. Tout soutien aux groupes par procuration comme le Hamas, le Hezbollah, et les Houthis,
L'Iran a rejeté toutes ces demandes. Un haut responsable iranien a déclaré que l'Iran ne ferait aucun compromis sur l'enrichissement à des fins civiles et ne renoncerait pas à son arsenal de missiles, que l'Iran considère comme nécessaire à sa défense. Ensuite, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré publiquement que l'Iran refusait de négocier sous la menace militaire. Aucune demande de négociation n'a été présentée de notre côté. Divers médiateurs sont, bien sûr, en contact et différents pays font des efforts avec de bonnes intentions, et nous sommes en contact avec eux. Cependant, aucune décision n'a encore été prise. Eh bien, la réponse du président Trump n'a pas été subtile. Une armada massive se dirige vers l'Iran. Elle avance rapidement avec une grande puissance, enthousiasme et détermination. C'est une flotte plus importante dirigée par le grand porte-avions Abraham Lincoln que celle envoyée au Venezuela. Comme pour le Venezuela, elle est prête, disposée et capable d'accomplir rapidement sa mission avec rapidité et violence, si nécessaire. Espérons que l'Iran viendra rapidement à la table des négociations et conclura un accord juste et équitable, sans armes nucléaires, un accord qui soit bon pour toutes les parties. Le temps presse, c'est vraiment essentiel. Comme je l'ai déjà dit, concluez un accord, ils ne l'ont pas fait. Et il y a eu l'opération Marteau de minuit, une destruction majeure de l'Iran. La prochaine attaque sera bien pire, ne laissez pas cela se reproduire. Merci de votre attention. Mais en réalité, peu de gens se posent la vraie question. Il ne s'agit pas de savoir si les États-Unis peuvent frapper l'Iran, car nous savons tous qu'ils en sont capables. La question est de savoir quel type de frappe. Eh bien, l'armée américaine a 3 options. Parlons-en dans un instant. Récemment, l'une de nos vidéos a été restreinte à cause de cela. La portée de la vidéo est fortement réduite dans l'algorithme. C'est pourquoi, si vous pouvez prendre une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, ça nous aide vraiment face à ce tout-puissant algorithme de YouTube. Maintenant, parlons des options de frappe. Les États-Unis ont comme première option de cibler les sites nucléaires, mais cela pourrait ne pas entraîner de changement de régime. Vous détruisez les installations, mais le régime ne s'en inquiète pas vraiment. Nous l'avons déjà fait une fois. La deuxième option consiste à cibler les dirigeants. Mais vous voyez, le régime iranien est immense. Ce n'est pas seulement l'ayatollah Khamenei. Ce n'est pas comme si on pouvait simplement l'éliminer et qu'il y aurait une démocratie en Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique compte à lui seul 200 000 personnes, et le groupe paramilitaire Basij en compte encore 400 à 500 000. On ne peut pas décapiter un système aussi vaste en tuant un dirigeant, ou même quelques dirigeants. Troisième option, frapper les installations et dépôts d'armes du corps des gardiens de la révolution islamique. Mais il y a un problème. Toutes ces options comportent d'énormes risques et une énorme riposte iranienne. L'Iran montre clairement à quoi ressemblera cette riposte. Ali Samkhani, un conseiller principal de Khomeini, a déclaré « Une frappe limitée est une illusion. Toute action militaire des États-Unis, quelle qu'en soit l'origine ou le niveau, sera considérée comme le début d'une guerre. La réponse sera immédiate, globale et sans précédent, visant le cœur de Tel Aviv et tous ceux qui soutiennent l'agresseur. Cela pourrait n'être que de la rhétorique, pour se donner de l'importance. Mais il y a une complication que les États-Unis n'avaient pas lors de l'opération Minuit Marteau. Certains alliés du Golfe s'opposent publiquement à cette frappe. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont tous deux déclaré qu'ils n'autoriseraient pas les États-Unis à utiliser leur espace aérien pour des opérations militaires contre l'Iran. C'est important, car avant l'opération Midnight Hammer, nous n'avions pas de déclaration comme celle-ci. Les pays arabes ne refuseront pas publiquement de coopérer. Si les États-Unis respectent ces exigences, la frappe devient plus difficile à exécuter en sécurité, avec des trajectoires plus longues, plus d'exposition et de complexité. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les États-Unis ne peuvent pas mener la frappe sans accès à l'espace aérien de ces pays. La dernière fois, les bombardiers B-2 sont partis du Missouri jusqu'à Téhéran, mais cela signifie que l'opération devient plus difficile et que la politique régionale devient plus compliquée. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons le ministre turc des Affaires étrangères, qui déclare très publiquement que les États-Unis ne devraient pas frapper l'Iran du tout. Il est important de se rappeler que la Turquie fait partie de l'OTAN, donc cette déclaration était vraiment choquante, du moins pour moi. Écoutez bien. C'est une erreur d'attaquer l'Iran, c'est une erreur de recommencer la guerre. L'Iran est prêt à négocier sur le nucléaire. Encore une fois que vous commencez, mon conseil est toujours d'être américain. La France, vous savez, fermez les dossiers un par un avec l'Iran, commencez par le nucléaire, fermez-le.
Ensuite, les autres ne l'obtiendront pas comme un paquet, je veux dire, si vous les mettez tous ensemble dans un paquet. Ce sera très difficile pour nos amis iraniens de digérer cela, de vraiment le comprendre et de traverser cette étape. Et parfois, cela pourrait leur sembler humiliant. Ce sera très difficile à expliquer, non seulement à eux-mêmes, mais aussi à la direction. Donc, si nous pouvons rendre les choses, vous savez, plus acceptables, plus tolérables, je pense que cela aidera. Maintenant, en plus de cela, l'Iran essaie aussi de nous montrer ce qu'il va faire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a publié cette photo qui ressemble à un style de photographie très ancien. Eh bien, sur la photo, on peut voir le détroit d'Ormuz, surplombant l'Iran. Le message est clair. Si la guerre éclate, ils fermeront le détroit, ou du moins ils essaieront de le faire, et cela aurait d'énormes conséquences. 20% du pétrole mondial passe par ce point de contrôle chaque jour. Si le détroit ferme, même temporairement, les prix du pétrole s'envolent dans le monde entier. Les économies occidentales le ressentent immédiatement. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que des prix élevés provoquent le chaos dans les démocraties. C'est le levier de l'Iran, ou du moins ce qu'ils veulent faire croire. Ils ne peuvent rivaliser avec l'armée américaine, mais peuvent nuire à l'économie mondiale. Maintenant, en plus de tous ces allers-retours à l'intérieur de l'Iran, quelque chose d'inhabituel se produit. Le régime prépare sa population à une guerre d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Des rapports locaux indiqueraient que Ahmed a quitté Téhéran et s'est rendu à Qom, l'une des villes les plus saintes. Dans l'islam chiite, il s'agit d'un voyage spirituel typique effectué avant de prendre des décisions majeures. Je ne suis pas un expert en islam chiite, donc je me base simplement sur ce que les gens disent en ligne. Quand le guide suprême fait un pèlerinage avant une guerre potentielle, les gens le remarquent. Ensuite, nous avons aussi le maire de Téhéran qui annonce que les stations de métro et les parkings souterrains seront transformés en bunkers. Les habitants des grandes villes sont invités à préparer leurs itinéraires d'évacuation et à rester prêts. Il est important de préciser que cela n'a pas eu lieu. Avant la guerre de 12 jours avec Israël, le régime n'avait pas préparé publiquement les civils de cette manière, mais cela pourrait être parce qu'il ne s'attendait pas à une guerre. Cette fois, cela a été une surprise totale. Il est possible qu'ils s'attendent réellement à une frappe massive. Ou bien ils fabriquent une menace étrangère. Ou du moins, essaient, vous savez, de gonfler la menace pour rallier le soutien après avoir massacré des dizaines de milliers de leurs propres citoyens. Peut-être que c'est un mélange des deux. La répression a été brutale. Et bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils ne se préparaient pas à la guerre. Et en parlant de répression, après 20 jours de coupure totale, l'Internet en Iran revient lentement. Ce n'est pas un accès complet. Le filtrage strict demeure. Seuls les sites sur liste blanche restent accessibles à la majorité. Mais pour ceux qui savent de contourner les restrictions, de nouvelles vidéos commencent enfin à sortir. Des vidéos que les gens ont enregistrées pendant le massacre mais qu'ils n'avaient pas pu partager jusqu'à présent. L'une de ces vidéos vient de Mazid Fernia, un Iranien de 46 ans. Le 8 janvier, avant de sortir manifester, il a enregistré un message à diffuser s'il lui arrivait quelque chose. Voici ce message. J'enregistre cette vidéo, je pars, je vais aux manifestations. Pas pour moi, mais pour nos enfants, pour la génération future, pour qu'ils sachent que, peut-être, nous n'avons pas fait assez pour eux. Peut-être qu'on aurait dû agir plus tôt. Mais pour la liberté, il faut faire des sacrifices. Mieux vaut tard que jamais. À mon papa et à ma maman, je vous aime tellement. Je ne sais pas ce qui va arriver à mon frère. À ma sœur, je t'aime tellement, tellement. Vive le chat. Puis il a été assassiné par la République islamique ce jour-là. Nous entendons également le témoignage d'un médecin toujours à Téhéran, qui a pris une décision très courageuse en parlant publiquement de ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Pendant ces 2 nuits, les 8 et 9 janvier, il est important de souligner qu'il risque sa vie pour révéler comment le régime a agi. Et il est toujours en Iran. Écoutez bien. Des pressions ont été exercées sur les infirmières et médecins pour vider les urgences. En d'autres termes, tout patient qui se trouvait là, qu'il ait des indications médicales claires ou non, recevait l'ordre d'être sorti. Ils voulaient vider les urgences pour les forces de sécurité blessées. Nous savons que les forces de sécurité ont fait des incursions dans les hôpitaux, ici, dans l'ouest de l'Iran,
Le personnel médical a essayé de les empêcher d'entrer dans l'hôpital régional. Les patients se recroquevillent pendant que les autorités fouillent le service à la recherche de manifestants blessés. Et le docteur Rahmani Rod a partagé plus de détails que ses collègues lui ont transmis. Parfois, des patients ont été retirés des respirateurs et autres équipements médicaux. Ils ont dit « Laissez-les mourir, ils n'ont aucun droit, ils sont contre le système islamique et ils méritent de mourir. » Non seulement médecin, Rahmani Rod est aussi un militant, un dissident, qui nous a dit qu'il se sentait obligé de prendre la parole. Et il dit que les forces de sécurité contrôlent désormais effectivement les hôpitaux. S'ils apprennent qu'une personne blessée aux manifestations est allée à l'hôpital, ou même si cette personne s'y était rendue auparavant et avait réussi à leur échapper, ils arrêteront cette personne. En vérifiant les caméras de sécurité, ils les retrouvent, interviennent sur place et les arrêtent. Voilà où nous en sommes actuellement. Mais les autorités ne poursuivent pas seulement les manifestants. Le docteur Rahman Erad dit que 3 médecins de son équipe de 50 personnes ont été arrêtés. La dermatologue Ameneh Souleimani, le médecin urgentiste Barbek Pouramin et le chirurgien Farhad Nadali. Les 3 médecins ont été détenus. Nous pensons que c'est pour être venus en aide aux manifestants blessés. Un autre médecin, Ali Reza Golsini, a été battu et détenu selon les groupes de défense des droits de l'homme. Golsini risquerait l'exécution après avoir proposé des soins aux manifestants sur sa page Instagram. Voilà où nous en sommes. Quoi qu'il arrive ensuite, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Un problème avec ce type de vidéo montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés russes, subsiste dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos, en fait. La semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent, en essayant de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, les images du front, ni les bases aériennes russes détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer si les annonceurs sont mécontents. Notre site n'est pas financé par la publicité, mais grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre chaîne et notre couverture. Merci beaucoup, je suis Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.